Bonjour à tous et à tous. Bienvenue pour cette session sur le tuning. Donc nous allons commencer pour 45 minutes où nous allons essayer de discuter sur les questions du tuning, le rapport au tuning et son genre, l'impact comment le tuning se féminise, quel est son impact. Et pour cela, nous allons accueillir trois intervenants. La première intervenante est Angèle. Angèle qui vient de Picardie. Qui est tuneuse depuis près de 20 ans et qui a comme projet une voiture qui s'appelle Pink Titi. Elle est aussi, tu diriges aussi un club de tuning depuis 2008 et tu organises aussi un meeting chaque fois par an où tu réunis à peu près 200-250 véhicules. Nous allons aussi accueillir Eric Darras, à ma gauche, qui est politiste, sociologue, qui est professeur agrégé des universités en sciences politiques, qui est directeur de Sciences Po Toulouse. Vous avez publié en 2018 un lieu de mémoire ouvrière, le tuning, dans la revue Sociologie de l'art, le numéro 21. Vous avez également contribué à un texte en 2015 dans la revue Azimut, le numéro 42, sur le tuning, qui s'appelait Pimp My Ride, Working Class Work of Art. Voilà, bienvenue. Et en visio, nous allons aussi accueillir Emmanuel Luciani. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rodolphe. Tu es artiste, curateur, directrice artistique, historienne de l'art, et ta pratique, une certaine typologie de ta pratique s'inspire de l'univers de la voiture et du tuning. Et là, on pourra l'aborder en troisième partie. Donc, avant tout, de donner la parole à Angèle et pour parler de son projet, peut-être qu'il serait intéressant de faire un point sur ce qu'est le tuning, d'où vient le tuning, l'histoire du tuning. Hein, Angèle, par exemple, c'est quoi le tuning ? Le tuning, c'est juste la personnalisation de sa voiture. C'est d'avoir une voiture à son image et avoir une voiture unique. Oui, absolument. C'est vraiment la personnalisation, l'individualisation du projet, hein, du véhicule. Il y a une histoire évidemment du tuning qui est liée aux États-Unis, hein, mais dès qu'il y a eu de la production de voitures en série, il y a eu des réappropriations individuelles, y compris des Ford E-T. Alors on l'associe très souvent aussi au retour des vétérans, hein, aux États-Unis, donc dans les années 50, qui recherchaient aussi des émotions fortes, hein, et qui donc trafiquaient aussi, hein, outre la carrosserie, les moteurs pour faire de la performance, hein, du point de vue vitesse, démarrage, dérapage, etc. Donc il y a vraiment les deux aspects dans le tuning. Il y a deux mondes à l'intérieur du tuning, le monde des drifters, hein, ceux qui cherchent vraiment des émotions fortes, et un monde du côté du pôle plus culturel des classes populaires, qui est le pôle esthétique, hein, qui cherche surtout sur la carrosserie à transformer le véhicule pour qu'il soit véritablement à l'image de son propriétaire. C'est tout à fait ça. Très bien. Et donc, pour mieux encore comprendre le tuning, Angèle, parle-nous là de Pink Titi. Quand est-ce que tu as commencé? Et comme une bonne tuneuse, tu as archivé chaque étape de la voiture. Tu as même amené le classeur qui circule dans le public. Et on a quelques images et tu vas nous parler de son évolution. Alors en fait, moi j'ai acheté ma voiture, c'est une Peugeot 206, hein, de base, toute simple. Je l'ai achetée en mars 2003. Tout au début, il n'y a pas eu beaucoup de transformations, juste les feux. J'avais mis les vitres teintées, les jantes et la sono, parce que de base, j'ai commencé que avec la sono au début. Et après, au fur et à mesure du temps, l'équipement est venu petit à petit, quoi. En fait, les pare-chocs, les bas de caisse moulés, puis après tout l'intérieur que j'ai fait en fibre et puis avec la sono. Pourquoi tu t'es mis au tuning ? Alors moi j'ai découvert le tuning à l'adolescence, vraiment par hasard.
Je suis arrivée sur un meeting tuning et j'ai tout de suite accroché. Et j'avais d'ailleurs dit à ce moment-là, moi aussi j'aurais une voiture comme ça. Bien sûr, tous mes potes à l'époque ont rigolé. Et aujourd'hui, je l'ai quand même. Donc là, on peut voir de la phase de transformation. Donc en fait, la carrosserie et tout le démontage de l'intérieur. En fait, j'ai démonté tout ce qui est plastique d'origine pour remettre en fibre. En fait, c'est plus pratique à nettoyer et c'est plus joli. Donc elle a eu en tout, en 20 ans, elle a eu 4 peintures dues aux aléas de la vie qu'on peut voir dans le circulaire qui circule. Et donc à chaque fois on a refait, recommencé. Des fois on a voulu abandonner, mais finalement on a refait. Et puis donc là aujourd'hui elle est comme ça. Donc il n'y a presque plus rien d'origine, sauf tout ce qui est mécanique. Parce que ça c'est l'assurance qui me l'impose. Ensuite, moi je suis connue sur les réseaux sociaux déjà pour la sono, parce que partout où j'arrive, en général, on m'entend. On sait que je suis là. Et puis voilà, après, je sais pas. Tu as gagné des concours, non Oui, j'ai gagné plusieurs prix, maintenant je les compte plus à force. Les plus gros prix que j'ai remportés, c'était en 2017 en championnat de France, où je suis arrivée 2e, et en 2018 première pour la qualité de son dans la voiture. Et la voiture, tu l'as fait toute seule ou la famille est impliquée dans le projet? Alors, ma famille n'est pas du tout tuning de base, mais on a réalisé le projet avec mon mari, oui, qui est de mécano de base. Et tu as comptabilisé le temps de travail? Le temps, c'est impossible à dire. Ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du temps, mais j'ai passé beaucoup de temps. Ça, c'est sûr. Et tu organises des meetings, 200, 250... entre 150 et 200 voitures. Voilà. Et dans ces meetings, il y a des catégories de voitures, il y a des catégories de tuning, de style de tuning. Il y a vraiment de vraiment tous les styles. Hein. Il va y avoir extravagant comme moi, il va y avoir du plus sobre, du plus clean, il y avait vraiment tout ce qui est German, tout ça, comme on dit. Il y a vraiment de tout. Il y a le tuning d'aujourd'hui. Le tuning d'aujourd'hui, en fait, ce que j'appelle le tuning d'aujourd'hui, ça c'est le tuning d'avant pour moi. Le tuning d'aujourd'hui, ça va être juste de rabaisser sa voiture, mettre une paire de jantes, faire un covering. Parce que moi, c'est une peinture, c'est pas un covering. Et puis faire une prépa moteur. Ça, c'est la mode du moment, en fait. Les tuneurs se distinguent très nettement entre ceux qui vraiment mettent la main à la pâte et qui vont faire le travail, qui vont le faire par eux-mêmes, véritablement, et ceux qui recourent à des kits, qui ont recours aussi à des personnes extérieures. Ils se hiérarchisent très strictement entre eux. Et donc voilà, il y a véritablement dans le monde du tuning des genres, des genres effectivement qui sont souvent liés aux origines nationales des véhicules, parce que toutes les grandes patries automobiles, dont la France, ont leur type de tuning. Donc clairement le Japan style, le German dub, bien sûr il y a un style américain, il y a un style hispanique avec les flammes flamboyantes. Il faut savoir que le tuning c'est un phénomène culturel mondial, mondial et en même temps très lié à chaque fois, y compris au Japon, au monde rural industriel. On trouve du tuning partout où il y a des bourgs industriels. C'est très lié très certainement à la culture ouvrière. Et en France en particulier, parce que vous le savez peut-être, en France, le monde des usines est très rural en réalité. L'implantation des usines, c'est très souvent faite à la campagne, du fait aussi du refus de l'exode rural en France. Et donc, dans la période donc, des années 90 en particulier, le moment où le tuning rencontre ce succès incroyable, c'est l'acmé du tuning, c'est les années 90. Depuis, c'est vraiment très nettement en perte de vitesse. Mais dans les années 90, c'est lié aussi aux fermetures d'usines, aux délocalisations vers l'Est de l'Europe, avec l'européanisation. Et donc, ce sont aussi des enfants des ouvriers des usines qui cherchent à prolonger en quelque sorte la culture ouvrière, qui n'ont pas eu de place, évidemment, la place de leur père dans les usines et qui cherchent une véritable revendication de classe, qui cherchent à faire connaître des savoirs et des savoir-faire qui sont véritablement manuels et qui cherchent à les faire reconnaître.
Il y a derrière le monde du tuning. Alors moi j'ai travaillé surtout pendant 12 ans, entre 2007 et 2018 sur le sud-ouest de la France. Et il y a aussi des logiques très locales du tuning. Et en tout cas dans le sud-ouest de la France, je ne sais pas si c'est pareil en Picardie, c'est toujours très très lié aussi à une revendication qu'on dit d'autochtonie. Chez nous on revendique le país. C'est les teams sont en compétition dans des meetings pour représenter aussi leur bourg industriel, leur village. C'est vraiment le team du village ou du bourg aussi. C'est le but des concours sur les événements d'ailleurs. Il y a beaucoup de concours, les concours esthétiques, concours échappement, concours sono, et on peut en citer encore plein. Et en fait, c'est vrai, moi j'ai mon club depuis 2008, et il y a d'autres clubs et on s'affronte ensemble. Mais ça reste, maintenant, avant c'était vraiment la compétition. Maintenant, ça va être plus la bonne enfant en fait. Ça va être plus, voilà, je t'ai battu, mais c'est pas grave. Et donc, quand tu t'es engagé dans le tuning, tu devais être une rare femme. Est-ce qu'il y a plus en plus de femmes tuneurs ? À l'époque, oui, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, c'est banal, en fait, j'ai envie de dire. Maintenant, on va avoir des femmes tout le temps qui vont être dans le milieu automobile, dans le milieu du tuning. Donc, maintenant, j'ai envie de dire, c'est généralisé, en fait. Ça choque plus, en fait. Et donc, Eric, tu as fait un petit travail sur... Je crois qu'Emmanuel voulait intervenir. Ouais. Emmanuel ? Oui, même dans le milieu de la moto. En fait, il y a plusieurs fois où j'avais des trucs à dire, mais particulièrement quand vous parliez des lieux d'implantation. Moi, j'ai du coup fait beaucoup de rassemblements dans le sud-est parce que je vis à Marseille. Et alors là, c'est un tout petit peu différent chez nous, c'est que c'est beaucoup des rassemblements qui se font dans les zones industrielles, mais qui sont beaucoup liés à l'esthétique et ensuite qui sont suivis par des runs, vous savez. Donc il y a vraiment aussi toute cette dialectique avec les forces de l'ordre et comment les rassemblements se déplacent. Parce qu'il y en a plusieurs qui s'éteignent finalement avec la présence policière et qui vont se déplacer. Donc il y a aussi ce truc, cette notion qui devient assez mouvante. Il y a autre chose sur laquelle je voulais réagir, c'est que ce que disait Angèle, c'est tout à fait juste. Les dernières générations, je trouve que les jeunes, on les voit beaucoup moins mettre la main à la pâte, mais beaucoup plus commander, comme disait tout à l'heure Eric, tous ces kits qu'on voit sur Internet. Et l'intervention du son a tendance à péricliter pour aller plutôt vers des voitures qui sont des espèces d'ersatz de voitures de luxe, quoi. Je sais pas ce que vous... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et l'avantage, en fait, qu'il y a en pleine campagne comme moi j'organise mon meeting tuning en pleine campagne, c'est que quand c'est en pleine campagne, les routes pour faire de run, c'est même pas la peine, quoi. Donc c'est l'avantage par rapport aux zones industrielles, on va dire. C'est vrai que ils ont été Yann. Pardon, Emmanuel. Il y a eu plusieurs interdictions comme ça, 1000 excuses. Il y a eu plusieurs interdictions comme ça, notamment le gros rassemblement de plans de campagne qui est hyper beau parce qu'il est vraiment sur le parking de Butte. Donc, en tout cas, moi, je le vois d'un point de vue artistique, il a quelque chose de très visuel. Il a tendance à s'éteindre finalement puisqu'il y a systématiquement des contrôles. L'échec progressif du tuning est très lié à sa répression policière et à sa stigmatisation, évidemment, y compris médiatique. Il y a un moment où, à force de stigmatiser, d'enfoncer, on a beau avoir une contre-culture qui essaye de se développer, on finit par avoir même honte de ce qu'on fait, et ça a fonctionné, très clairement, on l'a vu sur les 30 dernières années, et les tuneurs eux-mêmes d'ailleurs ont souvent changé leur propre nom, ce qui est l'indicateur de la réussite en fait de la stigmatisation et de la honte intériorisée notamment par les journalistes. Il y a une vraie responsabilité des journalistes dans la stigmatisation de ce monde populaire. Je vais peut-être du coup parler un peu des femmes du coup dans le monde du tuning. Donc c'est vrai, alors à la fin des années 2010 déjà il y avait quasiment un quart de femmes, quoi, alors que c'était
n'était pas vrai du tout dans les années 2005-2006, hein, mais alors pas du tout. Il y a eu vraiment une féminisation très importante du tuning. On peut dire qu'il y a 4 types de public féminin. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise au Paris Tuning Show en 2007. Hein. Donc évidemment... En 2007, j'ai exposé la voiture au Paris Tuning Show aussi. Oui, alors je dois la voir en photo. Et en 2007, c'était l'avant-dernière édition. Donc, je ne sais plus en quelle année ça s'est arrêté. Il n'y a plus de grands rendez-vous nationaux hein, depuis une dizaine d'années déjà. Il y avait le Paris Tuning Show et le Cap d'Agde. Donc il y a évidemment donc, des mannequins. Hein, donc, il y a cette association aussi symbolique dont on pourrait parler beaucoup hein, entre le véhicule et les femmes objets. Hein. Mais il y a aussi et surtout des femmes de tuneurs qu'il faut bien distinguer hein, des tuneuses. Alors il y a les spectatrices. Bon, les spectatrices ordinaires, les femmes de tuneuses, les tuneuses. Alors les femmes de tuneuses, très souvent, de tuneurs, pardon, elles vivent très très mal le tuning, hein, la passion de leur conjoint. Il y en a une qui m'avait résumé ça en me disant « je viens ici pour me faire chier hein. ». C'est vrai que j'en connais des comme ça aussi. Bon, alors, de fait, c'était un monde qui était, à cette époque, très, très viriliste, sur un mode masculiniste traditionnel. Hein, et du coup, pour beaucoup de femmes, c'était difficile. Et ce sont des femmes qui, là encore, mettant la main à la pâte, les tuneuses stricto sensu, donc travaillant, hein, y compris sur la transformation par elles-mêmes de la carrosserie, du moteur, etc., sont devenues, de fait, aujourd'hui, des membres à part entière de la communauté, mais plus que ça, ce sont véritablement des personnages très souvent très reconnus hein, et qui du coup contribuent en homo-tête à transformer complètement ce monde de l'art automobile et au-delà, pour ce qui intéresse le sociologue, à transformer et à préparer cette ruralité industrielle à un monde nouveau. Hein. De fait, ce sont ces femmes qui transforment hein, elles ont des ressources hein, souvent très recherchées hein, et du coup avec cette envie hein, de participer, de contribuer, elle contribue à en quelque sorte féminiser hein, ce monde et globalement et au-delà bien sûr le monde rural et les rapports hommes-femmes aussi. Hein. Donc les tuneuses, donc on les retrouve dans tous les secteurs, hein, là, dans le SPL aussi, c'est-à-dire Oui, il y a beaucoup de femmes aussi dans le monde du SPL. Ouais, c'est-à-dire la sono. Donc là, vous avez une carte des meetings de tuning en 2010. Hein, il y avait un site qui s'appelait Passion Automobile, donc j'ai recensé. C'est vraiment très très lié à ce que je vous disais au bourg industriel, quoi. Hein. Il y a toujours un site maintenant qui recense. Ouais. Ça s'appelle c'est la chaîne Volrox. D'accord. Et il recense tous les événements. Mais alors c'est pas que tuning, c'est vraiment tous les événements automobiles. D'accord. Alors, je vous disais, c'est une société où on valorise donc les valeurs cardinales hein, de la classe ouvrière en particulier, notamment l'égalitarisme. Hein. L'égalitarisme, le présentisme, le fait de profiter hein, de la vie ici et maintenant. Hein. Mais l'égalitarisme, c'est central. Hein. Et quand on fait un projet, c'est jamais pour se hausser du col, pour se mettre en avant hein, ou pour impressionner. C'est simplement aussi l'idée du team. Alors il y a des loups solitaires et des louves solitaires qui sont pas des teams parce que souvent c'est compliqué quand même pour les femmes. Il faut savoir s'intégrer. Moi, dans mon club, en fait, on est vraiment une bande d'amis et je recrute comme ça. Il faut que ça marche au feeling, en fait. Je recrute pas parce que tu as une belle voiture, quoi, en fait. Parce que très souvent, donc, le projet, il est à la fois donc, personnalisé, individuel, mais dans l'esprit du team. Et c'est vraiment tout le team qui participe. Hein. L'analogie qui est souvent faite, c'est le monde du foot. Hein. Pour avoir un numéro 10, pour avoir un buteur, il faut toute une équipe derrière. Et ça, c'est très, très lié à une valeur centrale des classes populaires. Hein. Pour marquer un but, certes, il y a quelqu'un qui est très fort, qui va faire la ping titi, mais il y a aussi derrière toute une équipe hein, qui a contribué, y compris pour les idées, etc. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, il y a des maîtres
Alors, il y a quand même, effectivement, ceux qui vont se distinguer, hein, mais uniquement par, par la qualité du travail. En fait, quand je posais la question, mais alors il est beau, oui, il est beau ce projet, mais pourquoi il est beau? La question ne se pose même pas, mais ce qui est central, c'est l'effort qui a été derrière, le travail qu'il y a derrière. Parce que c'est comme, si vous voulez, l'effort du cycliste au Tour de France. Hein. Le cycliste est beau parce qu'il en bave, quoi. Il travaille dur. Hein. Évidemment, autre valeur centrale du monde du travail, c'est le travail. Voilà. Du monde de ouvrier, c'est le travail. Hein. Emmanuel ? Ouais, bah justement, j'allais tout de suite. C'est très intéressant ce que nous dit Eric, parce que c'est justement ce que je voulais parler justement de cette valeur travail, c'est-à-dire du temps de travail et du temps des passionnés sur la voiture. Et en fait, c'est très intéressant aussi, c'est parallèle vis-à-vis du monde du foot, puisque enfin, moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, c'est comme les reconstructions de structures sociales que nos sociétés parfois ont perdues. Je pense qu'on retrouve aussi à travers le monde de l'automobile, du tuning. Alors là, quand on parlait du sport d'équipe, tu as même la F1 qui va jusque-là. Mais moi, ma première... en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux voitures parce que mon père dirigeait un club de restauration de Jeep Willys. Et du coup, c'est un peu et c'était très intéressant parce que c'était la continuité. C'est des gens qui bricolaient ensemble, travaillaient ensemble, produisaient une voiture ensemble. Et en fait, nos générations, celle d'Angèle ou la mienne, ont basculé vers le tuning, mais j'ai l'impression que de toute façon, c'est comme une résurgence de ces structures en fait où on va faire un travail d'équipe. Comme moi, je fais de la sculpture aussi, et la sculpture, c'est aussi un sport d'équipe, quoi. C'est à peu près la même chose. Donc voilà. Ouais. Alors, du coup, sur la féminisation, c'est celles qui, je vous le disais, vont s'intéresser, comme Chloé ou Cécile, ont souvent été inspirées à l'origine par un modèle masculin, hein, un père, un oncle, et ce qui se joue là, c'est aussi, parce que c'est un monde qui reste quand même dans la virilité, une question, il faut savoir s'adapter pour ces femmes. Alors, Angèle a dû s'adapter sans doute aussi, parce que ce qui se développe, c'est du coup aussi une forme de virilité féminine. Hein. C'est comme pour les chirurgiennes dans le monde des chirurgiens. Hein. Le monde, il ne faut pas se leurrer, reste un monde viril. Hein. Et celles qui réussissent vont concilier à la fois des dispositions genrées du côté féminin et des dispositions dites masculines qui vont s'actualiser et qui vont faire qu'elles vont pouvoir en imposer. Et donc, elles ont de la gueule, hein, elles ont de la répartie. Hein, elles ont un rapport au corps qui n'est pas traditionnel pour la plupart des filles de ces milieux ruraux populaires. Et donc, c'est à ce titre-là aussi qu'elles réussissent. C'est en s'adaptant à un monde qui reste un monde viril, mais en contribuant à le transformer. Et du coup, elles ont souvent beaucoup plus de ressources que les autres. C'est-à-dire, elles ont un travail stable, elles ont un revenu stable, elles sont mieux diplômées, elles ont une place centrale dans le team où elles sont membres du bureau, etc., etc. Et comme en milieu rural, comme ailleurs, les filles réussissent mieux à l'école, et ben ça leur permet aussi de s'imposer, y compris dans ces mondes même hyper virils, je le répète. Mais vous avez raison, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et la réflexion que me faisait le plus souvent quand on me voyait arriver sur les événements, on m'a dit: tu t'es perdu, t'as perdu papa, c'est où et voilà. Et c'était souvent ça. J'y avais droit quasiment à chaque sortie, en fait. Peut-être Emmanuel, oui, dire que donc il y a une forme de consécration qui s'opère, puisqu'on est là aujourd'hui dans un milieu artistique complètement différent. Hein. Il y a eu, on l'avait organisé ensemble hein, à Saint-Étienne, ce premier rendez-vous hein, où des designers rencontraient des tuneurs.
ça reste souvent sous des registres assez de malentendus interprétatifs, quoi, hein. Et en même temps, c'est très dommage parce que je crois qu'il y a beaucoup à faire, et aussi pour contribuer à sortir de formes de mépris de classe, hein, à l'égard du monde du tuning. Et je suis donc très content de cette opportunité qui nous est offerte de dialoguer sur toutes ces questions. Voilà. Voilà, un exemple de mépris incroyable de classe, mais il y en a tellement. Là, c'est une émission qui s'appelait C'est mon choix, où le thème c'était les femmes dans le tuning, hein. Et on voit la psychanalyste de service nous expliquer que évidemment il y a une revendication masculine, qu'elle n'arrive pas à l'idée de se faire qu'elle est une femme, etc., etc. Donc voilà, c'est affligeant, hein. Ça existe toujours, hein, hélas. Il y a beaucoup d'émissions comme ça qui ont dégradé justement cette image en fait du tuning en fait. Malheureusement, c'est comme ça. Oui, parce que tu disais que tu as été contacté pour plusieurs émissions et que souvent on te demande donc d'une part de filmer ta pratique, mais aussi ta vie privée. Et c'est quelque chose que tu refuses, non? Je refuse systématiquement. Alors j'ai fait beaucoup de reportages pour M6 et puis d'autres chaînes, mais ça a toujours été vraiment rester dans le milieu automobile. On parle vraiment que de la voiture et on parle pas du mari à côté ni des enfants à côté, quoi. En fait, ça reste vraiment. Dès qu'ils veulent parler du côté privé, je refuse systématiquement. Et ils cherchent justement, vu que je refuse, à vouloir à tout prix ce qui se passe à côté, en fait. Emmanuel, tu veux intervenir? Sur ce côté privé, bon, moi, c'était plutôt sur ce que disait Eric. En effet, on voit qu'il y a une consécration. Moi, pendant longtemps, c'était une passion qui était à côté de ma pratique artistique et que j'ai, au bout d'un moment, mixé avec mes recherches. Et je me suis rendu compte surtout que ça avait un impact assez important parce que je travaille beaucoup en voiture. Enfin, moi, c'est vraiment le lien au tuning et à l'automobile en général, au mouvement. Donc, c'est vraiment deux choses en même temps. Ça nous permet d'enchaîner sur ce rapport, car c'est effectivement la pratique du tuning flirte avec la pratique du design, flirte avec la pratique de l'art, mais elle flirte dans différents territoires, que ce soit en sociologie quelquefois, dans l'esthétique, dans l'histoire ou dans l'abord des techniques. Et on a un rapport en tant que créateur au tuning qui est plutôt particulier, singulier. Et comme ça, c'est l'occasion que tu nous parles aussi de ton rapport et de tes productions. Emmanuel. Voilà, en fait, comme je vous dis, j'ai commencé avec mon père qui avait une association de restauration de Jeep Willys. Et du coup, j'ai vu beaucoup les intérieurs de moteurs. Donc, je pense que pendant longtemps, j'ai été fascinée parce que mais je me rendais pas bien compte. Puis, on va dire, j'ai commencé à travailler sur les armures médiévales parce que j'ai un double diplôme. Je suis historienne de l'art et j'ai fait les beaux-arts, mais je suis médiéviste. Du coup, en fait, je me suis rendu compte assez vite que, vous savez, au moment, par exemple, à l'époque d'Henri IV, on a ce qu'on va appeler des armures de parade. C'est-à-dire que c'est pas des armures pour faire la guerre, c'est juste des armures pour parader. Et bon, comme n'importe quel artiste, j'ai hybridé beaucoup ces mondes, en fait. Donc, il y a tout le temps des pièces qui sont des hommages à la mécanique, parce que je vois ça comme... Enfin, je pense que, sincèrement, pour moi, il y a quasiment... C'est difficile de trouver quelque chose de plus beau que l'intérieur d'un moteur. Je trouve ça complètement fascinant, en fait. Tous les tubes, tout... Enfin, je trouve ça très beau. Donc, j'en ai fait des sculptures. Tout un travail aussi. Ma dernière production, c'est une grosse performance qui s'appelle Bella's Inferno et qui est une dystopie autour du tuning. Mais tout ça est venu, voilà, c'est vraiment... moi, il y a quelque chose de l'ordre de Mad Max et tout ça, mais je vois ça comme une archéologie, en fait. C'est revenu à un moment où je me rendais compte qu'à chaque fois que je prenais ma voiture, parce que vraiment je conduis beaucoup et je conduis même pour me détendre, j'ai au rassemblement pour me détendre, il faut que la voiture c'est une vraie passion, quoi. Et on me disait ah oui la voiture, et puis j'ai bien compris en fait que nous étions à un moment de changement d'histoire, donc j'ai commencé à la regarder comme une archéologie en fait, comme si j'anticipais sa disparition. Du coup, tous mes derniers projets, c'est voilà, Drive to Survive, c'est énormément d'hommages à ce monde-là. Et on a produit aussi une série de volants où j'ai beaucoup regardé le tuning japonais parce que en termes esthétiques,
Le tuning japonais, c'est quand même, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Angèle, j'aimerais bien entendre son point de vue là-dessus, mais ils vont quand même très très loin parce qu'ils sont assez, Pour moi, très jusqu'au boutiste. Hein. le tuning japonais, il reste numéro 1 dans le tuning de toute façon, que ce soit à l'échelle mondiale. Hein. Je pense qu'il n'y a pas mieux que eux, en fait. Oui, voilà. Mais du coup, moi, je regarde beaucoup ça, tu vois, pour m'inspirer dans l'histoire de la sculpture. C'est-à-dire que la plupart des émaillages que vous voyez là, qui sont posés sur tout ça, c'est très souvent des. En fait, donc celle-là, c'est une exposition qui s'appelait Drive to Survive. Il y a toute l'histoire du pilote, en fait, que j'ai mélangée avec l'héraldique. Par exemple, l'histoire de l'automobile, elle est en Italie, au nord de l'Italie, au même endroit où on a beaucoup fabriqué des armures. J'ai travaillé par exemple sur Il Bichone, qui est vraiment l'insigne de Alfa Romeo, qui est aussi les armes des Visconti. En fait, entre l'héraldique et le monde automobile, il y a énormément de liens. Et en fait, c'est presque une résurgence. Donc moi, même quand je me suis rendu compte que quand j'allais au rassemblement, les drapeaux, tout. J'avais l'impression de. Enfin, c'est un truc d'imaginaire, hein, mais je travaille vraiment sur ces espèces d'hybridation entre le monde médiéval et ce monde du tuning et de l'automobile. Et tout ça pour vous dire que, par exemple, c'est pareil, il y a énormément de sculptures où j'ai repris toutes les. La calandre Alfa Romeo, par exemple, on dirait un masque et c'est exactement la même chose que l'avant d'un aume de chevalier parce que c'est qu'un rapport de respiration. Donc ça, c'est tous les volants que... Et regarde, tu vois ça, Angèle, celui de gauche, c'est beaucoup les... Dans le tuning japonais, il y a tout le temps ces couleurs. Donc ça, celui-là, c'est un vrai hommage au tuning japonais. J'ai rajouté des diamants qui font référence aux espèces de LED qu'on retrouve sur les côtés. Ça se voit vraiment, en fait, ça représente vraiment le tuning japonais, en fait. On voit tout de suite. Tout de suite, dès qu'on voit, même moi qui connaissais pas, tout de suite, je pense à ça, au tuning japonais. Tu vois la référence, quoi. Mais c'est presque, et c'est assez... quand je fais cette pièce, je trouve que c'est rien à côté d'une voiture. Tu vois, c'est un hommage, mais je trouve ça... Finalement, je trouve qu'une voiture, c'est 1000 fois plus beau. Tu vois, il y a vraiment ce truc à chaque fois où je me dis, mais l'usinage d'une pièce, pour un sculpteur, c'est dingue en fait. On comprend aussi même pourquoi les futuristes, tu sais, au début du XXe siècle, les futuristes, enfin, on entend très souvent cette phrase, hein, une automobile est plus belle que la victoire de Samothrace. Mais c'est parce que je pense que tout simplement c'est une sculpture. Et au début, Farina avec Ferrari, c'est un travail de sculpteur en fait. Donc je pense que presque le tuning, c'est la continuité contemporaine de ce qu'a toujours été ce rapport à l'automobile qui est un truc de sculpteur fait en série et du coup qui devient un objet abordable. Et c'est ça qui est magnifique aussi dans l'histoire du tuning. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup inspiré, c'est que j'adore le petit art que tout le monde peut perpétrer en fait. Il y a des gestes, des couleurs, des choses que j'ai vues chez des gens qui ne sont pas des artistes ou qui ne sont pas dans la catégorie des artistes, mais que je trouve bien plus inspirant que parfois ce que j'ai vu à l'école. Donc, je suis bien contente qu'on puisse pour évoquer voilà, toute cette culture-là. Celle-là, c'est une que j'ai fait à Zurich. Donc là, je pense, pour ceux qui adorent le tuning aussi, on voit bien les flammes en fait qui sont réutilisées, qui sont beaucoup plus. Justement, tout à l'heure, t'en parlais, Eric, des flammes espagnoles en fait. C'est presque du flamboyant. Mais elles sont tout le temps utilisées dans le monde du tuning. Ces espèces de flammes, c'est des résurgences formelles qui ne s'arrêtent jamais. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a encore des calandres hein, là-dessus. Il y a beaucoup Alpha. Moi, j'aime beaucoup les calandres italiennes, mais après, il y a plein de choses que je regarde ailleurs. Mais celui-là, c'était vraiment... La première, elle est un peu ancienne. Celle-là, elle s'appelait Too Fast Tonight parce qu'il y a eu pas mal de choses que je regardais dans Fast and Furious. Mais c'est vraiment cette hybridation entre le monde médiéval, le monde des chevaliers et le monde du tuning. Mais ça revient à ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur l'espèce de virilité, de fierté-virilité. Parce qu'il y a parfois l'engin que peut représenter la voiture, c'est ta monture en fait. Et dans ta pratique, dans le tuning également, il y a une production industrielle. On prend des objets issus de la production industrielle
qu'on singularise par des transformations. Toi, tu l'abordes aussi ça ou pas? Oui. Mais alors moi, ça devient à l'inverse. Si tu veux, je vais récupérer des objets à la casse, des volants et tout ça. On va les mouler et on va les hybrider. C'est-à-dire que je vais prendre, tu vois, les pots d'échappement, par exemple, c'est un des trucs que je préfère parce que je trouve que c'est vraiment très beau. On récupère des parties de moteur et dans les sculptures, elles sont moulées, retravaillées et hybridées. Donc c'est plutôt des hommages en fait. Moi à chaque fois c'est plutôt une manière de rendre hommage. Mais à l'intérieur des performances, il y a tout le temps des voitures. Et j'aimerais bien faire une grosse performance aussi avec des tuneurs professionnels en plus. Et, la ligne d'échappement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait j'ai un vrai travail dessus. Alors c'est pas moi qui l'ai faite, je l'avais fait faire par justement une société qui travaille l'inox. Et en fait ils m'ont fait une ligne d'échappement qui se termine en forme de 206 en fait. Donc en fait, la sortie, en fait, ça fait 206. Ben oui, mais c'est de la sculpture, ça. C'est ça qui est. Même quand on regarde, je sais pas si tu as déjà regardé les tutos chez Ferrari, ils coulent tout, en fait, tout est coulé et fondu, quoi. Il y a un très gros préparateur japonais, alors je connais plus son nom parce qu'il est très dur à prononcer, mais si tu regardes préparation japonaise, il y a un préparateur japonais, en fait, il fait des kits sur mesure, mais sur place, en fait. Vous savez qu'il se déplace dans le monde entier, et en fait, il va avec une voiture et il fait son kit sur place directement, en fait. Mais il est mondialement connu, mais j'ai plus son nom, en fait, il est très très dur à prononcer. Mais justement, tu vois, Angèle, le nouveau, là, le rapport en fait, dès que les voitures deviennent électroniques, elles deviennent un petit peu plus difficiles aussi à trafiquer. Du coup, je pense que dans la technique, ça c'est une question parce que je pense que je suis moins compétente. J'ai l'impression qu'il y aura forcément une transformation qui est liée à la technologie directement des automobiles. La technologie, oui, elle évolue et le tuning aussi, il évolue aussi en même temps, j'ai envie de dire. Parce que quand je prends l'exemple de la sono, quand j'ai commencé au début, je faisais 140 décibels. À l'époque, c'était énorme. Là, aujourd'hui, je suis à 154 décibels. C'est tout petit par rapport à ce qu'ils font maintenant dans les championnats de France, quoi, en fait. Mais le fait que les pièces soient toujours plus électroniques et moulées intégralement avec aucun accès possible, c'est aussi quelque chose qui contribue à tuer évidemment le tuning. Hein, mais... Maintenant, il faut faire vraiment les kits sur mesure. En fait, il n'y a plus de kits oui. où tu peux adapter, quoi. Et oui, alors c'est vraiment des sculpteurs d'automobiles et le modus operandi eux-mêmes se distinguent. Alors ils le disent pas comme ça, mais il faut vraiment les appeler sculpteurs d'automobiles, les tuneurs. Mais sur un modus operandi, deux modus operandi qui sont tout à fait classiques dans le monde de la sculpture, parce qu'il y a ceux qui allègent le véhicule, comme on fait avec évidemment dans la sculpture, hein, on attaque le matériau, on en enlève du matériau, et il y a ceux qui ajoutent. Hein, et ça reproduit l'opposition entre ceux qui sont sur le pôle tuner stricto sensu, historique, esthétique, ce que j'appelle le pôle culturel, et ceux qui sont plutôt du côté du pôle sportif, donc les drifters, ceux qui font des runs, des burns, ceux qui recherchent vraiment les émotions fortes et la performance, hein, qui évidemment allègent le véhicule pour plus de vitesse, plus de couple, plus de... Eric, est-ce que tu dirais que les dernières, justement, les femmes dans le milieu du tuning sont plutôt des esthètes ou que tu vois aussi tout ce côté Je n'ai vu qu'une femme du côté des drifters, qu'une seule. Hein. J'en ai connu qu'une seule. Ouais. Et c'est comme le signe noir de Karl Popper, hein. Il suffit qu'il y en ait une pour rappeler que c'est possible. Justement, et Angèle, est-ce que tu es une dingue de conduite ou c'est pas forcément sur la conduite, c'est plutôt l'objet? Alors moi, c'est vraiment l'objet. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure dans le taxi. Pour venir, je dis mais moi, là, je deviens folle avec ma voiture au milieu de toute cette circulation. J'ai vraiment très très peur de l'abîmer. Et pour moi, la conduite, c'est vraiment plus par plaisir en fait. Ça va pas être forcément la vitesse, ou même si j'aime bien de temps en temps, mais ça va vraiment être plus une conduite de promenade, pas la conduite sportive, quoi. Moi, j'aime tout. Moi, j'ai besoin de conduire au moins
une fois dans la journée. C'est comme regarder le paysage qui passe et sentir le bruit du moteur, tout ça. C'est une vraie passion, c'est conduire en général, vitesse ou pas vitesse. Voilà, c'est ça. Moi, après, j'habite en pleine campagne, donc moi, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, et tout ça, on oublie. Donc, du coup, je suis obligé de prendre ma voiture tous les jours, en fait. Donc, mais c'est pas contraignant pour moi. C'est vraiment. J'ai envie de dire, s'il y avait des bus à côté, bah, je prendrais pas le bus, je prendrais ma voiture, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'est là qu'il y a, je pense, beaucoup ça touche particulièrement tout ce public qui a grandi aussi et qui a vécu l'outil automobile comme une émancipation. Parce que moi, c'était pareil, j'avais pas de bus et pas grand-chose. Du coup, j'ai eu mon permis très jeune, à 18 ans et un jour. Et c'était vraiment une émancipation énorme, hein. Donc, c'est vrai qu'on se rend bien compte, hein, que dans ces... Quand tout à l'heure, j'ai eu mon permis aussi à 18 ans. Alors, j'avais pas cette 206, j'avais une 205 et qui était aussi équipée tuning aussi à l'époque. Et ouais, c'était un plaisir. Je roulais des fois pour rien. En fait, je prenais la voiture et j'allais rouler, quoi. Bon, je crois qu'il est déjà 17h45. Si vous avez des réactions, des anecdotes, des questions, n'hésitez pas. Vous n'avez pas évoqué la notion d'écologie dans le tunisme. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle génération qui est sensible à ça. Il y a des voitures électriques, il y a des alternatives. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu de voiture électrique dans les rassemblements. Et je pense pas que ça va se faire parce que justement, ils aiment bien le bruit du moteur. Il y en a certains, ils aiment bien le bruit du moteur, les accélérations, tout ça. Donc, est-ce que ça va se faire ou pas Je sais pas du tout. Mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Alors, et moi, j'ai vu il y a une dizaine d'années déjà, pour la toute première fois, un tuner qui avait changé le moteur et qui avait mis un moteur électrique à une époque où ça se faisait vraiment pas du tout, hein. C'était il y a plus de 10 ans, hein. Mais c'est vrai que c'est pas véritablement présent, c'est pas trop dans la culture, hein, du tuning qui est lié aussi aux courses de Mais je pense côte. que c'est le bruit. C'est le problème, tout le problème, c'est l'histoire du bruit du moteur. Et un moteur thermique n'a pas le même bruit et pas du tout les mêmes sensations. Donc, alors je sais que par exemple, là, j'ai travaillé avec une entreprise d'un constructeur automobile qui travaillait sur essayer de reproduire des bruits pour les gens qui aiment le bruit du moteur quand ils conduisent. Donc, par exemple, les dernières Porsche à l'intérieur, elles ont des faux bruits de moteur. J'ai vu, ils vendent des kits même pour les voitures, pas forcément électriques, mais ils vendent, ça fait des petits haut-parleurs qu'on met au niveau de l'échappement et ça reproduit le son de la voiture en fait. Une autre intervention ? Oui. Question un peu décalée peut-être, mais quid des lesbiennes dans le tuning? Est-ce que parmi les femmes dans le tuning, on remarque une identité lesbienne un peu ou je sais pas, une forme de sous-division ou pas du tout? Oui, il y en a et j'ai des amies qui sont lesbiennes et qui font du tuning aussi. Oui, ça existe. Il y a même un projet dans le Sud-Ouest, il y a un projet fait à deux. Là aussi, c'est quand même assez nouveau. C'est un monde qui se transforme, hein, qui était quand même très marqué par des formes verbales, en tout cas d'homophobie, qui, à la fin des années 2010, ne sont plus acceptées dans le monde du tuning. Et au contraire, on a vu, donc moi j'ai vu très clairement émerger ce projet de un couple lesbien, hein, et qui était clairement revendiqué. Alors par contre, monde populaire aussi, hein, c'est des féminismes populaires, hein. Donc c'est vraiment passionnant et très peu connu, hein, pour le coup, y compris de la sociologie du genre. Et moins théorisé. C'est beaucoup moins théorisé, c'est beaucoup plus brut. Mais dans le milieu, là, j'ai vachement fait aussi de circuits de moto. Et il y a beaucoup de femmes. Ça se féminise exactement de la même manière que le milieu du tuning. Sur les circuits, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui conduisent. Et des équipes
de caravanes de filles qui viennent à plusieurs préparer leur moto et tout ça. Et je l'ai vraiment remarqué dans les 5 dernières années, c'est incroyable, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Dans la moto, oui, il y a beaucoup de femmes. Il y a une youtubeuse aussi qui est championne de stun aussi, et qui fait beaucoup parler d'elle d'ailleurs, et que j'aime bien parce que j'ai fait un tournage avec elle. mais non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi dans ce milieu-là. Peut-être sur l'importance que tu évoquais du véhicule pour ces jeunes femmes, ces jeunes hommes de milieu rural. Évidemment, c'est leur premier achat et c'est vraiment la liberté des 18 ans, et ça prend une importance considérable. Et le tuning en lui-même, c'est une autre définition possible du tuning, c'est un jeu avec le droit. De fait, c'est interdit, c'est semi-interdit, c'est forcément, quoi qu'on fasse, en France en particulier, sur un véhicule, on est à la lisière du droit. Et c'est aussi ça qu'ils apprécient, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'ils jouent avec les forces de l'ordre. Et au travers du tuning, il y a aussi la défense des petites libertés des classes populaires. Et c'est pas un hasard si celui qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes est un tuner, c'est Éric Drouet, qui a lancé en fait un rassemblement de tuning. C'est comme ça qu'est parti le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Éric Drouet, c'est le leader d'un team qui s'appelle Monster Crew et qui décide de faire le tour du périph' avec tout le team, et qui appelle toute la communauté des tuners de Paris et de la région parisienne à faire le tour du périph' avec les bagnoles tunées, quoi. Et c'est comme ça que le mouvement est lancé, avec Priscilla de l'autre côté. Et dès le jour même, ils sont en contact tous les deux, Drouet et elle, pour faire monter la mayonnaise. Et ça passe aussi beaucoup par les groupes Facebook du tuning, le mouvement des Gilets jaunes, qui est très très lié aussi au tuning. Et c'est pas du tout un hasard. Bon, nous arrivons à la fin de ces échanges. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous avoir échangé tes pratiques. Merci, Eric, pour ta science infuse. Et merci, Angèle, de partager ce beau projet de 20 ans de vie. Et je vous remercie. Et puis, c'est toujours intéressant de parler dans un événement lié au design, de pratiques autres que le design, qui permettent les uns et les autres d'enrichir nos pratiques. Je vous remercie toutes et tous. Merci.